Comment réussir quand on est fils d'ouvrier misérable? C'est l'histoire de James Cook que je vais vous raconter. James Cook est né en 1728, donc au début du XVIIIe siècle, dans une famille d'ouvriers agricoles. La condition d'ouvrier agricole à l'époque était extrêmement pénible, mal payée et absolument pas considérée. Et il a mené cette vie d'ouvrier agricole jusqu'à 17 ans. Et puis à 17 ans, il avait su se dégrossir un peu, il savait lire, il savait compter, et il est entré comme employé dans une épicerie en gros, comme il en existait des quantités à l'époque en Angleterre. Garçon sérieux, garçon rangé, cette appréciation va suivre Cook pendant toute sa vie. Garçon sérieux, garçon rangé. Tout ce qu'il fait, il le fait sérieusement. Et pris en intérêt par des armateurs, des petits armateurs, il va aller travailler chez ces armateurs à l'âge de 18 ans. Le voilà devant la mer. Et pour tout Anglais, commencer un métier qui a un rapport avec la mer, et surtout dans ce XVIIIe siècle où l'anglais domine dans le monde sur les mers, Britannia rules the waves, eh bien, c'est véritablement changer de vie. Il vient de la campagne et il arrive près de la mer. Bien sûr, ce sont des métiers de tâcherons, mais enfin, il embarque un jour, et il embarque sur un bateau charbonnier. Un bateau charbonnier, qu'est-ce que ça pouvait être à l'époque? Le charbon même. Il n'y avait pas longtemps qu'on s'en servait. Cook a donc, à ce moment-là, 18 ans. Ça se passe donc en 1746. Mais il n'est pas loin le temps, il y a 36 ans au maximum, où l'on avait brûlé un homme en Angleterre pour sorcellerie parce qu'il avait fait brûler de la terre. Et oui, un homme aux alentours de 1700 a fait brûler du charbon. Et on a crié à la sorcellerie. Comment? Il brûle de la terre. Et on a condamné le sorcier et on l'a brûlé. C'est dire que le charbon est d'utilisation récente et que les charbonniers n'ont pas encore énormément de travail. Ce bateau charbonnier, rapidement, il devient un personnage important à bord. Rapidement, il devint un homme qu'on écoute. Il est sérieux, je le répète, et il apprend les mathématiques. Il navigue, il apprend à faire le point comme on le faisait à l'époque, quoique le métier de charbonnier en général ait surtout été un métier de caboteur. Et puis, on lui propose, à 25 ans, de commander en second. Il commandera en second et il s'acquittera tellement bien de cette tâche qu'à 28 ans, lui qui a commencé dans la terre, on lui propose de devenir capitaine de ce charbonnier. Et Cook refuse. Cook refuse parce qu'on est à la veille de grands événements. On est à la veille de la guerre de 7 ans, en tout cas la guerre avec la France, et on le sait, partout on en parle, et on vit dans l'allégresse en Angleterre à la pensée de la guerre avec la France. La guerre avec la France, c'est la possibilité d'être dans la marine, et c'est la possibilité, dans la marine de guerre, et c'est la possibilité de promotion. Cook refuse la facilité qui était de devenir capitaine marchand. Déjà, un signe de caractère, un homme qui refuse une carrière, car enfin, sa carrière dans la marine marchande était ouverte. Il refuse et il devient marin, simple marin. Il s'engage dans la marine pour pouvoir monter, pour avoir des chances d'accéder au grade. Les roturiers à l'époque, aussi bien en Angleterre qu'en France, avaient peu de chances d'arriver à quelque chose dans une arme quelconque, et surtout dans la marine. Les grades étaient réservés aux nobles, aussi bien dans la marine anglaise que dans la marine française. Bien sûr, on pouvait, à la suite d'une action d'éclat, devenir officier, mais on ne montait pas très haut. Arrivé au grade de lieutenant, en général, on s'arrêtait. Cook va devenir marin, matelot. Et très vite, s'il a mis des années, il a fallu qu'il attende 28 ans pour qu'on lui propose d'être capitaine, un mois après son engagement dans la marine, le voilà devenu
maître d'équipage. Le maître d'équipage est un personnage de grande importance, encore maintenant. Le maître d'équipage, c'est le sous-officier qui est en contact direct avec les hommes. C'est lui qui transmet les ordres du commandant, c'est lui qui est vraiment qui commande la manière, c'est le chef d'équipe. Il va être maître d'équipage et il va participer à la guerre du Canada, car la guerre qui vient de s'engager, c'est la guerre de 7 ans, c'est la guerre au cours de laquelle nous allons perdre, entre autres, le Canada. Et pour perdre le Canada, il faut faire tomber sa place forte, Québec. Alors, vous le savez, la flotte anglaise va monter le Saint-Laurent pour aller faire le siège de Québec. Mais c'est une flotte énorme. Ce sont des gros navires, ce sont des navires de haute mer. Le Saint-Laurent, qui le connaît? Mais ce sont les Français. Les Anglais, eux, ne connaissent pas le cours du Saint-Laurent. Alors, on va demander à quelqu'un de baliser le Saint-Laurent, malgré les escarmouches françaises et surtout les escarmouches indiennes. Et c'est Cook qui va être chargé de ce travail. Et il va s'en charger avec tant d'efficacité que la flotte anglaise tout entière, plusieurs centaines de vaisseaux, va pouvoir venir mouiller devant Québec et faire le siège de cette place forte réputée imprenable. Bien sûr, il ne semble pas que Cook ait participé au siège même de Québec, mais enfin, si la flotte est arrivée là, c'est grâce à lui. Et on l'en récompense. Il devient officier. Le fils d'ouvrier a réussi. Il a le pied à l'étrier. Mais la guerre va-t-elle durer? Et jusqu'où la guerre va le faire monter? Et voilà que la guerre se termine. Il est officier, mais l'avancement, ma foi, semble compromis puisque on entre dans une période de paix. On est alors en 1768. Et en pleine paix va se former peut-être la première expédition scientifique internationale. La planète Vénus va l'an prochain passer entre le Soleil et la Terre. Et l'endroit d'où on pourra le mieux la voir pendant ce passage extraordinaire, c'est le Pacifique. Et dans le Pacifique, il semble que ce soit Tahiti qui soit la mieux placée pour l'observation, du moins les astronomes le disent. Alors on fait une expédition internationale à laquelle participent plusieurs pays, dont la France et l'Angleterre. La paix est revenue. Les deux nations, autrefois ennemies et bientôt de nouveau ennemies, sont réunies dans ce travail scientifique. Et on arme l'Endeavour. L'Endeavour va être le navire de cette expédition. Et dès le départ, il y a des problèmes. On a donné 2 missions à ce navire. D'une part, une mission scientifique ouverte, l'observation de Vénus, et d'autre part, la Royal Society, qui est la société de géographie de l'époque. Seulement, comme il n'y a pas d'autres sociétés, on l'appelle simplement la Royal Society. Maintenant, il y a la Société de géographie et puis il y a d'autres Royal Society. Moi, personnellement, je suis décoré par la Royal Scottish Geographical Society, c'est-à-dire la Société géographique royale d'Écosse, qui m'a donné une médaille d'or creuse à l'intérieur, car c'est une histoire écossaise. Et une mission secrète lui est donnée par ailleurs, celle de savoir s'il existe un continent à l'intérieur du Pacifique. J'insiste sur cette mission étrange, parce que c'est bien la preuve que, bien que le Pacifique ait été sillonné par des hommes de toutes les nations et essentiellement par les Espagnols, les découvertes en général étaient restées secrètes. On ne les avait pas reliées entre elles, et même certaines découvertes étaient hypothétiques. Avait-on affaire à des îles éparses? Avait-on affaire à des points différents d'un continent? En Angleterre, un nommé Dalrymple, qui était un géographe et astronome réputé, soutenait que on ne pouvait pas comprendre le monde sans un grand continent au milieu du Pacifique. Ça aurait, disait-il, déséquilibré la Terre. Il devait donc y avoir là un continent, peut-être au centre, peut-être au nord, peut-être au sud, mais enfin un grand continent entre l'Asie et l'Amérique. Et Cook, qui va commander l'Endeavour,
part avec la mission secrète, une lettre cachetée qu'il va ouvrir en mai, avec la mission secrète d'essayer de savoir s'il y a ou non un continent. Pourquoi cette mission est-elle secrète? Eh bien, plusieurs hypothèses. Peut-être parce que si on découvre ce continent, on voudrait le conquérir, mais surtout peut-être parce que les lords de l'amirauté se méfient d'une recherche un peu ridicule. Au fond d'eux, ils n'y croient pas à ce continent centre-pacifique. Alors ils ne veulent pas officiellement dire on va chercher un continent qui n'existe pas. C'est probablement la raison du secret. En tout cas, il part avec des instructions secrètes et il ne partira pas seul. Il part avec un mondain, il part avec un homme du monde, un savant, un peu le style d'un encyclopédiste pas très sérieux, un mondain, beaucoup moins sérieux qu'un d'Alembert ou qu'un Diderot, mais enfin, le même état d'esprit, nous sommes au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières s'annonce, et c'est Banks. Banks, qui est un curieux, un érudit, un homme du monde, et évidemment, dès le départ, il semble que Banks va faire figure de chef de l'expédition. Ma foi, il a une telle autorité naturelle, et puis il a des parents, il a des cousins, etc. Alors que Cook, lui, l'homme effacé, va commander l'expédition au début en cachette, apparemment. Oui, mais très vite, le vrai chef va se faire sentir. Et ils partent avec l'Endeavour vers Tahiti, et ils font tout de suite la route depuis Plymouth jusque d'abord Rio de Janeiro, et ensuite le Cap Horn. Et déjà, Cook a introduit une nouveauté dans ce voyage. Il a emporté de la choucroute. Il sait que ses prédécesseurs ont tellement souffert du scorbut, et il sait que les vivres frais ne se gardent pas longtemps à bord. On sait maintenant que c'est les vivres frais qui empêchent le scorbut. Ça se sait dans le monde.